Active Saint-Étienne Night Club, l'émission des supporters des Verts en partenariat avec Active, présentée par Keun. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans ce 118e numéro du Saint-Étienne Night Club. Je tenais ce soir à adresser mes félicitations et des remerciements appuyés. Non pas à notre club qui a tendance à nous bousiller le moral et les nerfs, mais bien à vous, supporters amoureux du club qui, malgré la houle, êtes toujours accrochés fermement aux rambardes de ce club qui prend l'eau et fuit de toutes parts. Les résultats de Saint-Étienne ces dernières années ont pris le visage de la perversion. Je te donne suffisamment de résultats pour que tu aies de l'espoir, de l'enthousiasme, de l'espérance, pour ensuite tout démolir en l'espace de quelques semaines. Évidemment, en tant que suiveur de ce club, on n'est pas dupe. Même pendant la série de bons résultats, on savait bien qu'avec le jeu proposé, il n'y avait aucune certitude ancrée sur la durée. Et alors qu'un nouveau mercato approche, avec l'arlésienne de la vente qui refait surface, nous sommes à nouveau pleins de questionnements. Comment redresser la barre ? Qui recruter ? Quel changement tactique apporter ? Qui est au niveau ? Qui ne l'est pas ? Peut-on atteindre nos objectifs avec le capitaine Soukas ? Allons-nous réussir à éviter l'iceberg ou serons-nous condamnés à rester sur la planche de la Ligue 2 avec nos voisins lyonnais ? Alors pour essayer d'y voir plus clair dans cette brume verte, je suis ce soir accompagné de Pierrot. Bonsoir Pierre. Salut Keun, salut Tim, salut Karl, salut à tous. Comment vas-tu ? Bah écoute, ça va, ça pourrait aller un petit peu mieux si on avait 3 points de plus au compteur, mais ça va sinon. Ok, parfait. Je suis également accompagné de Timothée Mémon, notre parrain et la touche-arme de cette émission. Bonsoir Timothée. Salut à tous. Ça va ? Ouais, ça va et toi ? Ça va, mieux que la SS. Oui, bon bah ça c'est pas très difficile. Et pourtant je suis fatigué, mais ça va mieux que la SS. Et nous sommes également accompagnés de l'infatigable Karl qui écope l'eau du bateau jusqu'à la dernière goutte, peu importe les fuites. Bonsoir Karl. Bonsoir Keun, bonsoir Timothée, Pierre et le chat. Bah écoutez, un lundi normal finalement, hein. C'est usant, mais bon, on fait avec. On fait avec. Alors, je sens tout l'enthousiasme autour de la table virtuelle. Bien sûr, dans le chat, si vous voulez nous partager vos ressentis, vos impressions, n'hésitez pas, Karl est là pour remonter tout ça. Eh ben, je vous propose qu'on attaque tout de suite avec le débrief de ce Saint-Étienne-Pau. C'est parti, jingle. Active Saint-Étienne Night Club, le débrief. Alors, deux petites précisions ce soir. J'ai ressorti le maillot Konica Minolta de 2007-2008, floqué Fine Duno. Voilà, c'était pour me redonner un petit peu de baume au cœur en ce soir de débrief de défaite. Et aussi vous préciser que le club de l'AS Saint-Étienne a pris la très bonne habitude de ne pas poster les photos du match quand c'est une défaite. Donc il n'y aura pas de photos pour illustrer cette émission, mais on vous a préparé plein de petits visuels de statistiques, de notes, de tout ça. Donc il y aura des choses à regarder. Tout d'abord, pour commencer cette émission, je vais vous demander, messieurs, ce que vous avez pensé de la rencontre, en bref, en quelques mots, de quel point vous avez envie de parler sur ce match. C'était pas très français, mais vous avez compris. Pierre, je commence avec toi. Alors ce que j'ai pensé de la rencontre, moi, c'est qu'on s'est auto-sabordé. On va dire que la première mi-temps, elle était correcte, notamment les 20 premières minutes qui étaient même emballantes, j'ai trouvé. Le début de la seconde mi-temps était aussi convenable. Enfin, tout est relatif, mais on va dire que ça passait. Et après, voilà, ce qui se passe, c'est inexplicable. Il y a peut-être un manque d'envie, un manque de détermination. Et déjà, on a vu le coup arriver. Il y a un bel arrêt de Green, il y a un penalty qui aurait potentiellement pu être sifflé. Donc là, on se dit que ça prend pas le bon chemin et on prend 2 buts en 3 minutes et après on n'arrive pas à réagir. Donc voilà ce que j'en ai pensé. C'est un peu le remake pour moi de la deuxième mi-temps. Je sais pas si vous vous rappelez contre QRM en début de saison.
Ouais. où on s'était totalement arrêté de jouer. Heureusement, on avait conservé les 3 points. Et là, on s'est fait sanctionner et à la fin, on repart avec une défaite. Timothée. Bah, moi, je vais être tout à fait honnête, j'ai vu les 60 premières minutes parce que je travaillais sur un autre match de Ligue 2, tout aussi mauvais qualitativement, entre le PFC et Bordeaux. Et je suis moins enthousiaste sur les premières minutes. J'ai trouvé que le niveau, en fait, était sympathique au début et que dès le but marqué, Saint-Etienne s'est complètement arrêté de jouer. J'ai plus rien vu ensuite. Euh, Quand j'ai vu l'alerte sur mon téléphone, coup sur coup, des 2 buts de Pau, d'un côté, j'étais pas surpris. D'un autre, je me suis dit, comment peut-on prendre 2 buts face à une équipe aussi faible? Parce que Pau, Ouais. dans cette rencontre, fait partie des équipes les plus faibles que j'ai vues depuis le début de saison. Donc voilà, tout ça mis bout à bout fait que pour moi, c'est une défaite inexplicable. J'entendais l'interrogation à savoir est-ce que c'est un manque d'envie? Est-ce que c'est un manque de détermination? J'aime bien mettre tout ça sous le chapeau de la responsabilité. Parce qu'en fait, quand on n'a pas envie et qu'on n'a pas de détermination, ou alors qu'on est cuit physiquement, ou machin, c'est de la responsabilité d'un joueur professionnel. Il faut arrêter de trouver Tu des parles, mots qui les déchargent, en tu parles fait. de Voilà. responsabilité collective ou de responsabilité individuelle chacun? Je pense que les responsabilités sont et collectives et individuelles, Ok. parce que il y a d'ailleurs depuis le début de la saison, hein, le match de QRM, effectivement, est un très bon exemple, parce que on en a vu trop des matchs comme ça où tout s'arrête tout d'un coup, et parce que tout d'un coup, parce qu'on a le maillot vert, on pense que ça va gagner tout seul. Et Non. on a souvent bien été payé, hein, justement. Mais là, on s'est fait sanctionner. Donc, sur le début de saison, c'est normal qu'au bout d'un moment, on se fasse sanctionner. Oui, oui, c'est vrai on a souvent été sanctionné. Parfois ça a été, non, on a souvent eu de la chance. Parfois, on a été sanctionné. En début de saison, ça rigolait quand même pas à chaque fois. Euh, mais voilà, moi, c'est vraiment, il y a j'en ai un peu assez des fois d'entendre les footballeurs déresponsabilisés en cherchant des mots. Non, ils sont responsables, ils sont sur le terrain. Hier, dans l'équipe du soir, on parlait de l'Olympique Lyonnais. La responsabilité, elle incombe aux joueurs dans ce genre de situation. Bien sûr que l'entraîneur a une responsabilité, bien sûr que la direction a une responsabilité, mais les joueurs sont les responsables, surtout quand ils ont le match en main, qu'ils sont à domicile et qu'ils mènent 1-0, comme c'est le cas pour nous. Karl, j'ai vu que le sondage était clôturé. Quelles sont les premières impressions que nous remonte le chat? Je trouve en tout cas qu'il y a une forme de lassitude. Le mot qui revient le plus, c'est un sentiment de fatigue. Les supporters se disent usés. Il y a El Cato qui rentre directement dans le vif du sujet en disant qu'il y a sûrement 2 ou 3 gars titulaires pour le haut du tableau, mais le reste c'est du low cost sans aucune personnalité. Première mi-temps bonne, mais la deuxième, comme d'habitude, on ne joue plus. Un manque de confiance criant. Quand on mène 1-0, au bout de 10 minutes, on enfonce le clou, on doit continuer de jouer au football. Ils ont cru que le match était plié au bout de 10 minutes. C'est une faute d'orgueil et de professionnalisme. Tu commences le match, tu es à 9 contre 11, sous-entendu qu'il y a 2 joueurs qui sont fantomatiques sur le terrain. La sortie de Moefek a complètement déséquilibré le milieu et l'Aubry est nul. Enfin, bon, bref, il y a plein de griefs des supporters, que ce soit vis-à-vis des choix de Batles et l'attitude des joueurs sur le terrain. Ok, bon, on va revenir sur pas mal de points. Je vous ai affiché les notes qu'ont donné les supporters sur le site Peuple Vert. Ça vous permet de voir également la composition. Laurent Batles, qui avec la composition, avec les absences, que ce soit pour suspension ou pour blessure, a changé sa composition de départ et changé son système. On était plus sur un 4-4 de losange. Qu'est-ce que vous avez pensé justement de cette réorganisation, Timothée, avec donc Tardieu en point de base, Bouchoirie, Mouefek en milieu récupérateur, on va dire, et Chambaud en 10 avec 2 attaquants, Sissoko et Charbonnier devant. Et une défense presque inchangée. Alors, au regard de ce que j'ai déjà dit dans cette émission, ça ne surprendra personne que, pour moi, entendre Chambaud et 10 dans la même phrase, c'est un truc, ça me fait des espèces de montées, des remous. Je suis pas très très bien. Mais j'ai plutôt, enfin, en fait, j'ai trouvé que ce dispositif avait le mérite de libérer certains joueurs. Je suis pas un immense défenseur de Mouefek, je l'ai trouvé excellent. Je l'ai trouvé Très bon. excellent. C'est en première mi-temps, quand je disais que j'ai trouvé la première mi-temps moyenne, j'ai trouvé que globalement c'était un match très moyen. Et j'ai trouvé Mouefek, j'ai trouvé qu'il avait quelque chose, qu'il avait une hargne. Sentait qu'il avait envie de marquer. Il est à l'origine du but. Enfin, c'est ce que je voudrais voir tous les jours, encore plus d'un joueur qui est encore jeune, même s'il l'est de moins en moins.
Donc, je trouve que ce système fonctionne bien pour Mouefek. Je pense peut-être que en plus c'est un système qui pourrait relativement bien s'adapter à Wadji. Voilà. Je Donc, vous ai affiché la heatmap de Mouefek avec ses stats. C'est vrai que Mouefek a été assez offensif sur cette partie. voilà, je l'ai trouvé bon. Et donc, une fois qu'on a dit ça, eh ben, vient la question suivante. Pourquoi Dieu l'a-t-on sorti? Bah, je pense que c'est un problème. Il avait enchaîné avec le Maroc en espoir et peut-être qu'il baissait un peu de pied physiquement. Moi, c'est pas ça. Je crois qu'on va en parler un peu plus tard, mais c'est pas sa sortie qui m'a choqué parce que je pense qu'il était un peu à bout. Mais c'est comment il a été remplacé. C'est plutôt ça qui m'a choqué. Bah, on peut en parler maintenant. Hein. Alors, je pense qu'en plus là, il y aura plusieurs échos parce que au moment où Mouefek sort, j'ai l'impression et je pense que d'autres ont l'impression que Bouchoiri était peut-être un petit peu plus emprunté encore, un petit peu plus muselé. Ouais, Mouefek, Timothée, tu disais pourquoi Dieu l'a-t-on sorti. Est-ce que tu penses pas qu'il y a un aspect physique de Mouefek? On sait qu'il Ah, est fragile physiquement et du coup on le sort toujours quoi qu'il arrive à l'heure de jeu ou à peu près, quel que soit le match. il y a peut-être une gestion humaine. J'en doute pas une seconde. Je veux bien croire que ce soit une gestion physique. Mais en fait, si tu n'arrives pas à marquer ce fameux but du break, à ce moment-là, laisse tes meilleurs joueurs sur la pelouse. Il y a une prise de risque, ok, mais prends-la, cette prise de risque. On en a besoin de ces points-là. Ouais. Donc, je comprends. Et vous allez peut-être me dire, mais imagine, il joue 5 minutes de plus, on met le deuxième, mais on le perd pour la fin de saison. Ok, on saura jamais. Oui. Mais moi, quand un joueur est en pleine bourre et quand un joueur a une telle niaque alors, encore une fois, je vous l'ai dit, j'ai vu que jusqu'à la 60e. Donc, si vous me dites qu'entre la 60e et la 69e, il a commencé à tirer la langue, il y avait peut-être nécessité de le sortir. Mais ça reste des joueurs de foot professionnels, quoi. Enfin, Oui, ils sont censés tenir 90 minutes. voilà, et même si tu as joué avec le Maroc, même si ceci, même si cela, j'entends. On joue pas tous les 3 jours, à ma connaissance, on joue pas la Ligue des Champions mardi, quoi. Donc, je sais pas. Enfin, moi, j'aurais tenté le coup. J'ai pas compris. Encore une fois, quand j'ai eu les alertes sur mon téléphone, j'ai pas compris. Kun, est-ce que moi je peux revenir 30 secondes sur le changement de tactique? Tu sais quoi? Je te donne même une minute si tu veux. Ah, c'est gentil, c'est gentil. Parce que moi, en fait, je pense que ce changement de tactique, en fait, il a été fait par défaut. Donc, Mm. j'en veux pas Batchless. Le problème, c'est que là, actuellement, on n'a plus aucun ailier dans l'effectif. Cet effectif, il a vraiment été très, très mal construit. Quand on voit qu'on est allé prendre, alors j'ai rien contre Diarra, hein, mais on est allé prendre un mec qui a zéro stat, qui est blessé H24. On voit également que Batles, il voulait pas de Rivera en début de saison. Donc le seul joueur qui est valide, et encore, là il avait eu la gastro, je crois, il est très souvent incertain. Donc le seul joueur valide, c'est Cafaro. Donc sur ce match, Batles, il a personne, il a pas d'ailier. Donc il choisit le 4-4-2 en losange par défaut, en fait. Mm. Il est obligé de choisir un autre système, donc il choisit ce 4-4-2. Mais le problème, c'est que, comme l'a dit Timothée déjà, le Chambaud Andis, enfin, ça manque de talent, ça manque de créativité, ça manque de vitesse. Devant Charbonnier et Sissoko, ça manque de vitesse pour moi. Donc c'est quand j'ai vu la compo, j'étais pas hyper enthousiaste, mais je me suis dit que sur ce point, j'en veux pas à Batles parce qu'il avait pas le choix. Ouais. Karl, sur la question Mouefek, avant qu'on revienne à l'animation, quels sont les sons de cloche? Est-ce que pour les gens aussi, c'est plus ou moins l'homme du match? Oui, mais mince, oui, mince, Enfin, du quelque côté chose. stéphanois. Enfin, dans le chat, en tout cas, on dissocie très peu Mouefek de Bouchoiri finalement. Ok. D'un côté, il y a Bouchoiri qui peut énerver par son attitude et sa position sur le terrain, c'est pour El Cato. Mouefek, c'est 50 minutes d'autonomie malheureusement. Au contraire, Kevin 42 nous dit que Mouefek est le best, il mérite qu'on lui laisse sa chance. Mouefek à la place de Fomba avec Tardieu et Bouchoiri, c'est ce que je souhaite. Mouefek et Bouchoiri étaient de loin les meilleurs, sauf pour notre coach visiblement. Je trouve que notre milieu est à bout au bout de 45-50 minutes. Ça, c'est une remarque qui revient assez régulièrement. Mouefek est sans aucun problème l'homme du match et sa partie est une grosse.
enfin son départ, sortie plutôt, est une grosse erreur. Voilà. Ok. Alors, tu dis dans le chat que ça revient pas mal la question du milieu de terrain qui tient qu'une mi-temps. Est-ce que vous pensez que c'est entre guillemets la faute de notre milieu de terrain ou plutôt la faute à mettre au mérite de Pau qui a fait une réorganisation tactique avec la rentrée de Cécile d'Almeida qui a permis un petit peu de museler les Tardieu, Bouchouari et Mouefek à une moindre mesure? Encore une fois, de ce que j'ai vu de Pau et de ce que j'ai vu de Pau depuis le début de la saison, c'est pas de la prétention, mais quand on est la S Saint-Étienne, on doit pas dire chapeau à Pau pour ce qu'ils ont fait. Non, c'est à toi de faire le nécessaire avant. Et si un réajustement tactique côté palois, eh ben à ce moment-là, tu dois être en capacité de répondre. Quand tu as des joueurs qui sont censés être des joueurs expérimentés de Ligue 2, des mecs justement comme Tardieu, comme Chambaud éventuellement, comme Briançon, enfin les mecs sur le terrain, ils se rendent bien compte que les choses, par exemple, ont changé. Si l'entrée d'Almeida a changé quelque chose, eux doivent être capables de répondre. Ils sont pas, c'est pas. Et justement, c'est souvent ça le problème, je trouve, de cette équipe. J'en ai déjà parlé. Je trouve qu'elle manque d'intelligence. Je trouve que Tardieu a amené quelque chose à ce niveau-là. Mais dès que quelque chose sort de l'ordinaire dans ce qu'ils sont en train de faire, eh ben, on a l'impression d'avoir une poule devant un couteau et qu'ils sont complètement apeurés. C'est quand même des joueurs professionnels qui doivent être en capacité de répondre. Enfin, il me semble. Ouais, je suis d'accord. Ouais. Parce qu'il y a, Vas-y. ouais, oui, pardon, il y a un déficit peut-être physique. Moi, je ne l'ai pas trop noté, le déficit physique sur les matchs précédents. Encore une fois, n'ayant pas vu les 30 dernières minutes de jeu, je ne me prononcerai pas sur celui de Pau. Mais encore une fois, pour moi, le déficit, il est vraiment intellectuel, j'ose le dire. Il est intellectuel, c'est-à-dire ça manque d'intelligence dans le jeu, ça manque de brillance, ça manque de capacité de répondre, ça manque de capacité à mettre le pied sur le ballon et à calmer le jeu dans les temps faibles, ça manque de capacité justement à pousser et à galvaniser ses coéquipiers dans les temps forts. Et voilà, c'est une espèce de mauvaise gestion des parties de foot. Pas forcément des mauvais footballeurs, mais une mauvaise gestion du football lui-même. Et Timothée, moi je rajouterais que ça manque tout simplement de talent. Offensivement parlant, ça manque de talent. Cite-moi un joueur qui peut techniquement, qui peut délivrer un caviar, qui peut accélérer, qui peut dribbler, qui peut déborder. C'est trop stéréotypé notre jeu. Je pense que même si c'est pas son registre, Tardieu est capable de le faire. Et je pense que Cafaro a ça quelque part en lui. Malheureusement, on aimerait le voir plus souvent. Voilà, il le sort pas très souvent. Mais je suis complètement d'accord avec toi, et je pense que on peut pas décorréler le talent de l'intelligence. Les grands joueurs de foot, je dis pas que c'est des penseurs, je parle pas que c'est des académiciens, mais une intelligence de ce jeu. Et les mecs qui sont les plus talentueux sont souvent les mecs aussi les plus brillants. De toute façon, être capable de dribbler, être capable de marquer, c'est résoudre un problème. Et ceux qui sont capables de résoudre des problèmes le plus rapidement possible et de la meilleure des manières, ce sont les joueurs les plus intelligents et souvent les plus talentueux. Mais on a qui chez nous? Alors, Cafaro, mais c'est un intermittent. Et sinon, on a qui? Non, mais je te rejoins complètement. On est d'énormes lacunes de ce côté-là. Je pense que Bouchouari a un peu de ça en lui aussi, parce qu'on s'aperçoit quand même aussi sur certains matchs qu'il est malin. Que l'Arseneur, dans un registre complètement différent, qui est celui d'un gardien de but, a un peu ça. Voilà. Sinon, on en manque cruellement. L'intelligence de jeu, pour moi, il y a Thomas Monconduit aussi qui peut en avoir, mais le problème de Thomas Monconduit, c'est qu'il est juste plus haut niveau d'un point de vue footballistique. Il peut avoir cette vision de jeu, mais il est juste plus haut niveau, quoi. Tu parlais, Pierre, de l'animation offensive et du manque de talent offensivement. Pour revenir sur les individualités offensives, donc on a eu l'association Charbonnier-Sissoko qu'on avait pu voir sur quelques fins de match, mais là on l'a vu d'entrée de jeu. Qu'est-ce que vous avez pensé, alors individuellement de Charbonnier et de Sissoko, mais surtout de l'entente entre les deux? Est-ce que vous avez trouvé qu'ils se trouvaient justement? Qu'est-ce que vous avez pensé de cette ligne d'attaque? Je me permets, hein. Moi le gros problème, mais encore une fois c'est fait par défaut, mais le gros problème c'est que quand on a deux pointes normalement devant, il faut un mec qui sache remiser, qui sache jouer en pivot, et il faut une flèche, comme pourrait l'être un Wadji.
Et là, c'est quand même deux profils assez lourds. Bon, on sait tous que Charbonnier il revient de blessure. Donc pour moi, c'est deux profils qui sont pas hyper complémentaires. Même si Sissoko est un pur neuf et que Charbonnier peut éventuellement être plutôt positionné en neuf et demi, voilà, le profil n'est pas hyper complémentaire. Ça doit pouvoir faire le taf contre Pau. Et force est de constater que ça n'a pas suffi. Donc voilà, on va. Moi, j'espère que le prochain match, il y aura de nouveau une réorganisation tactique et qu'on arrêtera avec ce 4-4-2 losange et ces deux pointes. Ouais, Timothée, Ouais, moi tu je valides? suis assez d'accord. Je suis assez d'accord sur les deux profils assez similaires. Je suis impatient, je l'ai dit, du retour de Wadji parce que je pense que vraiment il apporte un registre une façon de faire différente sur le front de l'attaque. En tout cas, il offre une option différente. Sur le match de Pau là, ouais, moi franchement j'ai trouvé que Charbonnier était très faible. Hein. Bon, Ouais. il met le but, on est d'accord, mais j'ai vraiment trouvé ça très moyen. Sissoko dans son registre, mais du coup, oui, avec pas assez de mobilité autour de lui, ce système tel qu'il a été mis en place rend quand même parfois les choses un petit peu compliquées pour trouver les ailiers parce que c'est quand même un système qui demande, dans ce losange, qui demande aux deux numéro 8 d'être d'être capable, quand on n'a pas la balle, de bien couvrir les couloirs et quand on a de participer au jeu offensif. Et vu que pour des raisons qu'on a déjà exprimées, on n'a quand même pas des foudres de guerre, ouais, que c'était délicat, que ça tâtonnait un petit peu offensivement. Après, Sissoko, on sait à quoi. Moi, je le défends parce qu'on sait à quoi s'attendre. Sissoko, il va jamais briller dans le jeu comme a pu le faire un Crasso, mais s'il y a un ballon à mettre au fond, il le fera. Donc voilà, moi Sissoko, j'attends de lui que ce qu'il mette les buts et si on peut, s'il y a un passeur, il mettra ses buts dans la saison. Mais c'est vrai que sur ce match, je te rejoins Timothée, c'était compliqué quand même. Karl, dans le chat, sur cette animation offensive, qu'est-ce qui ressort? Oui, sur l'animation offensive, il y a Patrice qui note que Sissoko a été un fantôme sur le match de Pau. Vous avez vu les frappes, c'est horrible, on ne s'est pas frappé dans un ballon, c'est la remarque de El Cato. Charbonnier est complètement hors sujet, effectivement, c'est pour Nico Saint-Paul qu'on salue. On voit clairement sur ces matchs le manque de Wadji, c'est indéniable, c'est Kevin cette fois-ci. Charbonnier revient petit à petit, on savait qu'à 34 ans ça serait compliqué. Ça c'est Patrice et il y a Fan Santé qui demande un peu de clémence et de temps pour Charbonnier. Charbonnier sera au top en janvier, il faut être patient avec lui. Je pense qu'il fait référence évidemment à sa blessure et à son genou. Deux plots devant avec personne pour leur délivrer un caviar dans la surface, ça c'est la remarque de Dauphino Maniac. On en parle de Wadji, est-ce qu'il coûte au club avec ses soins en herbe de Provence et Massalé, ça c'est Nico. Oui. Voilà. Ok. Charbonnier, justement, moi je voulais vous poser une question, mais je pense que j'ai plus ou moins ma réponse. 2 buts en Coupe de France face à Bourg-Péronas. Un but ce soir. Est-ce que pour vous, il s'est débloqué? Il a eu un début de saison compliqué, il lui faut du temps pour revenir, on le sait. Est-ce que vous pensez que ça l'a débloqué? On sait que c'est jamais un joueur dont on se dira waouh, c'est l'homme du match incroyable, c'est 90 minutes, mais on sait que c'est un joueur aussi qui fait partie des meilleurs buteurs de Ligue 2 en activité et sur qui on peut compter normalement pour avoir des stats à la fin de la saison. Ouais, il y a quelqu'un sur le chat qui disait il faut de la patience. Moi, j'en suis convaincu qu'il faut de la patience. C'est très long de revenir de ce genre de blessure. C'est encore plus long quand on a l'âge qu'il a. Quant au fait qu'il est marqué, moi, je doute pas une seule seconde de son relatif instinct de buteur, de sa capacité à être là au bon moment, comme ça a été le cas contre Pau ou contre Bourg-Péronas. Simplement, quand je dis que j'ai trouvé ça faible, c'est que oui, physiquement, il est encore très très loin du compte. Alors la question, c'est est-ce qu'il faut lui faire jouer des matchs de Ligue 2 pour remplir la caisse ou attendre qu'il soit un petit peu mieux physiquement hors match pour avoir le meilleur de lui-même, je ne sais pas. Ouais. Ça, c'est le travail des préparateurs physiques. Je sais pas ce qui doit être fait. Sûrement qu'il y a un entre-deux à trouver. Moi, je suis convaincu qu'il peut nous apporter quelque chose, qu'il va nous apporter quelque chose. Mais puisqu'on parlait tout à l'heure du système, je ne suis pas sûr qu'il nous apportera quelque chose dans ce système-là et avec ce partenaire en attaque. Ouais. Voilà. Pierre, pour toi, il est débloqué, Charbot, ou t'es d'accord avec Et Tim? ben,
Oui, je suis d'accord, mais bon, on va dire que statistiquement parlant, il a cherché son premier but pendant les 4 mois, je dirais. Ouais, Et force est de constater que il met son doublé à Bourg face à une opposition assez faible, on va dire. Et le match d'après en championnat, il marque. Bon, c'est pas un but hyper compliqué à mettre, mais voilà, on va dire que la confiance revient petit à petit. Ça, c'est déjà un point. Après, avoir le niveau physique, où là, effectivement, il y a encore du travail. ouais. Mais oui, on peut dire qu'il y a une petite montée en puissance. Mais voilà, j'attends de voir pour la suite. Et si Sissoko part à la CAN, ce qui a l'air d'être dans les tuyaux, et si Wadji va pas revenir en 2 semaines. Donc, Mm. on aura besoin de lui en janvier-février, Charbonnier. Donc, s'il peut retrouver la confiance et le physique, bah, c'est une bonne chose. Je voyais que Joss demandait dans le chat, Karl, quand est-ce que revenait Wadji, si on avait des infos là-dessus. Est-ce que tu as des infos toi là-dessus? Mi-décembre. Mi-décembre au plus tôt, le Progrès Ok, avait sorti un article. ok, ok. Bon, on a pas mal parlé de l'animation offensive et du jeu avec ballon. On va revenir sur un des faits marquants de ce match, puisque c'est l'égalisation de Pau. C'est quoi le gentilé de Pau? Elle est C'est pas pas loin. loi. Pas loin, merci. L'égalisation paloise, donc. Donc Léo Petro qui concède le penalty en faisant une main dans la surface. Dans mon petit programme, je voulais vous poser la question, est-ce que c'est une erreur d'arbitrage selon vous, ou est-ce que c'est un penalty qui est logique? Pierre, je reste avec toi. Alors, pour être honnête, moi j'ai du mal à saisir toutes les règles sur les mains dans la surface de réparation. Bon, ça change beaucoup hein, ces dernières années. Ouais, ouais. Donc, sur le moment, honnêtement, quand l'arbitre siffle, ça me choque pas plus que ça. Après, bon, il y a certains spécialistes qui ont dit que c'était dur, et même l'arbitre apparemment aurait dit à Petro, je crois que j'ai vu ça, Ouais. que c'était possible qu'il se soit trompé. À Donc, Apia, je crois, mais oui. ok, peut-être à Apia. Donc voilà, moi j'ai pas d'avis tranché sur la question, mais voilà, si a priori on s'en suit les règles strictes du football, a priori, je dis bien, il n'y avait pas penalty. Ok, Timothée, de ton côté? Je ne l'ai pas vu. Je ne l'ai pas vu et je ne l'ai pas revu non plus. Ok. Donc, voilà, je m'abstiens. En fait, elle est déviée c'est un centre, je crois, qui est dévié par Lobry, il me semble, et ça va sur la main qui est décollée sur la main de Petro, et l'arbitre, il n'hésite pas, il désigne directement le point de penalty. Ouais. Karl, dans le chat, les gens pensent que c'est une erreur d'arbitrage. Et toi, ton avis aussi, du coup, ça m'intéresse. Bah moi je suis un peu comme j'ai le même avis que Pierrot. Enfin moi pour moi à première vue il y avait penalty effectivement parce que le bras décollé dévie la trajectoire du ballon, mais enfin à écouter certains spécialistes effectivement il n'y avait pas forcément penalty, donc bon, je sais pas trop me prononcer là-dessus. Pour ASSE 71 bien sûr que c'est une erreur d'arbitrage. Au contraire Patrice dit qu'il n'y a pas d'erreur d'arbitrage pour lui, un penalty normal. Arrêtons de pleurer sur ça, on a perdu point, ça c'est pour jouer au 42 TV. Non, mais c'est pas C'est histoire de pleurer, hein, Joe. C'est histoire de se poser des questions. Non, là où il a raison, Joe, je pense, et je pense que son avis est un petit peu tranché, cette réponse un peu sèche, c'est un peu ce qu'on se dit tous, c'est qu'en fait, Oui, tu peux tourner le truc dans bien tous sûr. les sens. C'était à toi de le gagner, ce match, Oui, et c'était à toi de ne pas le perdre, pardon. on est d'accord là-dessus. C'est toi qui avais la main et les clés de ce match. Et entre guillemets, on l'a perdu tout seul. Ouais. Ça aurait été Pau ou quelqu'un d'autre, on l'a perdu tout seul, ce match. On avait la main. Léo Petro, d'ailleurs, avait la main, ouais, à ce moment-là. Karl, ouais, je te laisse finir. Oui, je vais juste terminer par Céline avec un avis plutôt global qui résume assez bien la chose. Le penalty n'est pas litigieux, il y a penalty. Le deuxième but de Pau est magnifique, le gardien n'a rien pu faire. Les Verts ont manqué de réalisme, c'est une victoire logique de Pau. Allez les Verts, j'y crois, on y croit. Voilà. Est-ce que Victor Lobry, on va en parler? Alors déjà, on va parler de Léo Petro rapidement. Du coup, on va rester sur lui, mais on pourra parler un petit peu de Lobry après, rapidement. Léo Petro, donc qui nous a quand même fait un début de saison plus que correct, qui ici passe un petit peu à côté de son match. Est-ce que pour vous, c'est le flop à retenir de cette rencontre, ou vous pensez à quelqu'un d'autre?
Par exemple, Moi, Victor Lobry, son entrée qui a été... J'ai toujours été très critique sur Léo Petro et je Ouais. ne m'arrêterai pas de l'être. Je ne partage pas ton avis sur son bon début de saison. Ah ouais. Pour moi, c'est un début de saison peut-être masqué par les résultats, masqué par ce que font les autres autour de lui. Je continue à penser que c'est pas un très bon joueur de football. Mais sur les 60 minutes que j'ai vues, c'est pas non plus celui que j'ai envie de pourrir. Je vous ai dit avoir trouvé Charbonnier extrêmement faible. Mm. J'ai trouvé par exemple que dans le registre dans lequel on l'attend, Petro a fait un match très moyen. Dans le registre dans lequel on l'attend, Charbonnier a fait un match inexistant. Mm. Donc moi, mon point faible, ce serait Charbonnier. Ok. Toi, Pierre, ce serait qui ton flop sur ce match? Bon, les attaquants, on en a parlé, mais plus globalement, je dirais nos latéraux. Parce Ouais. que Apia, je l'ai trouvé également. C'est assez compliqué, je trouve, Apia en ce moment. Et en ce qui concerne Petro, à savoir qu'il avait eu une inflammation au niveau des adducteurs. Donc, je sais pas, est-ce qu'il a été un peu gêné pendant le match? C'est possible. Je trouve qu'il a toujours une volonté de bien faire, Petro. Mais effectivement, sur ce match, c'était quand même assez compliqué. Par contre, moi, je trouve que, à titre personnel, je l'ai bien aimé sur ce début de saison, Petro. Et je trouve que, il a été un peu une locomotive quand on a eu des bons résultats, notamment sur le match d'Angers, où je l'avais vraiment trouvé très intéressant. Mais ouais, là, sur ce match, il a semblé assez emprunté. Alors, je veux bien entendre que je suis peut-être pas lucide sur Petro. Je veux bien entendre que je suis peut-être dur avec Petro. Mais non, pas une locomotive, de grâce, pas une locomotive. J'aurais entendu Chambon en 10 et Petro locomotive. Là, les gars, je commence à me liquéfier. Mais... On n'est pas en train de te dire que c'est Roberto Carlos non plus, hein, t'inquiète pas. Ah, j'espère bien, oui. Ah, il a fait des gros matchs quand même, Petro. Il y a un mois contre Angers, moi je trouve qu'il sort un gros match contre Disons Angers. que pour moi, une des qualités qu'il a sur ce début de saison dont manque beaucoup de joueurs de cette équipe, c'est qu'il était régulier au moins. Il n'a jamais été fabuleux, effectivement, mais au moins il avait un niveau de prestation qui était à peu près cohérent avec son niveau à lui et il était solide, quoi. Régulier et combatif. C'est ça. Et cette combativité, c'est vrai que parfois elle manque. Ouais. Ça, je le lui reconnais. Karl, le flop sur ce match, on a cité Apia, Petro, potentiellement Charbonnier. Qui est-ce qui ressort dans le chat? Il y a Elgato qui nous dit son observation, c'est que depuis que Larsonneur et Batou Benfica ne sont plus là, Petro Eh et oui. Apia, qui jusque-là été bons, sont en train de vriller totalement. Il y a Kevin qui note que son flop à lui, c'est l'entrée des remplaçants. Donc évidemment, derrière, il y a évidemment les choix de Batless. Apia est mauvais depuis l'arrivée de Green dans les cages, ça c'est Show 42 TV. Flop sur ce match, Sissoko sans problème, et effectivement Apia est passé à côté. Briançon et Nadé ensemble, je n'aime pas du tout. Chambaud a-t-il joué? Voilà. Ok. Ouais, Chambaud a-t-il joué est une vraie question. Et juste un petit truc, j'y pense, mais on l'a assez critiqué, moi le premier, mais je trouve que Nadé fait pas un mauvais match. Ouais. Bah, ouais, un match un peu neutre, quoi. Par rapport au match d'Auxerre, où bon, il était quand même bien passé à travers. Sur ce match, c'était, on va dire, correct. Ouais. De manière un petit peu plus globale, on sort du top 5 donc avec cette défaite. Est-ce que pour vous c'est inquiétant pour la suite, ou est-ce que ce top 5 on va quand même réussir à l'accrocher, bien que l'objectif ce soit la remontée directe, hein. Soukas nous l'a dit cet été. Timothée, t'en penses quoi? Bah, en fait, on connaît tous le principe de la Ligue 2, c'est-à-dire c'est fin février, début mars, où il faut être effectivement dans le bon wagon et à ce moment-là être capable de faire une série comme celle qu'on a fait récemment de 10 victoires. Si t'es pas trop loin, et là on est qu'à 6 points du deuxième et à 3 points du troisième, si tu restes là, on est bien conscient que des matchs, on va en perdre d'autres. Là, 3 d'affilée, ça fait un peu beaucoup, mais pour l'instant, on est dans ce que j'appelle encore dans le bon wagon. Ce qu'il faut, c'est ne pas s'en décoller
d'ici cette période tellement importante en Ligue 2, c'est-à-dire effectivement, souvent, oui, fin février. Il va falloir espérer que ceux qui vont à la CAN reviennent en forme et mettent pas 3 mois à s'en remettre, soit pour des questions de blessure, soit pour des questions de motivation. Et à ce moment-là, il faudra être capable de rusher. J'en reviens encore à ce que je disais sur le caractère et l'intelligence de nos joueurs. Il faudra à ce moment-là avoir la responsabilité de se dire que c'est maintenant ou jamais. Voilà. Parce que quelque chose me dit que si on fait une saison de plus en Ligue 2, on risque d'y rester un moment, quoi. Ouais. Pierre, est-ce que tu rejoins Timothée là-dessus, sur le fait qu'on est, mine de rien, encore accroché au bon wagon? Ouais, mais il faut arrêter de. Là, faut accélérer par contre, parce que pour monter en Ligue 1, moi je pars du principe qu'il faut viser les deux premières places, parce que les playoffs, c'est quand même bien aléatoire. Et là, on reste sur 3 défaites consécutives, donc ça fait bien mal. Donc il reste 4 matchs avant Noël, avant la trêve. Donc là, faut accélérer, quoi. Faut plus prendre de retard. Sachant qu'en plus après il y a la CAN, il y a un mercato, donc je sais pas ce qu'on va faire lors de ce mercato. Ça, c'est vraiment la grosse interrogation, mine de rien. Ça peut être tout l'un Ouais, ou tout ouais, l'autre. donc il faut plus perdre de. Là, il faut réussir le mois de décembre, parce que si tu foires ton mois de décembre, t'es vite à 10 points, et là après faut cravacher pour rattraper. Timothée, tu disais que tu avais commenté PFC Bordeaux, c'est ça? Ouais, c'est ça, ouais. Et que tu avais vu aussi des matchs d'Angers, tout ça. Au-delà du nombre de points, où effectivement on n'est pas non plus complètement largué, est-ce que tu vois une réelle différence de niveau entre les équipes qui composent le top 5 actuellement, Laval, Angers, Grenoble, Auxerre, Guingamp, et le niveau de jeu de Saint-Etienne? Je vois Angers beaucoup plus fort. Ouais. Je les ai fait 2 fois depuis le début de la saison. Ils ont un effectif cohérent. Ils ont des jeunes qui poussent derrière, qui sont vraiment de bonne qualité. Donc moi, Angers, je les mets clairement au-dessus du lot. Après, en début de saison, on en avait parlé. Je m'attendais à une Ligue 2 très dense, beaucoup plus dense, parce que je pensais que Bastia serait plus haut, je pensais que Caen serait plus haut, je pensais évidemment que Bordeaux serait plus haut. Voilà, je pense que Auxerre c'est pas mal, mais Auxerre, ils ont un peu ce syndrome qu'on a nous. Hmm. C'est-à-dire, je sais pas si on peut appeler ça la peur de gagner, mais en tout cas, ils grillent des sacrés jokers. Ils ont quand même perdu des matchs complètement idiots à domicile. Donc non, après, je vois pas d'énormes différences. Je suis pas sûr que Laval tiendra le rythme jusqu'au bout. Je suis d'accord avec l'idée qu'il faille être dans les 2 premiers pour monter. J'en doute énormément. Voilà, j'en doute énormément. Je ne pense pas qu'on arrivera, nous, à être dans les 2 premiers. Être dans les barragistes, oui. Est-ce qu'à ce moment-là, le fait que l'AS Saint-Etienne soit parmi les barragistes, je me bats souvent contre cette idée que parce qu'on est l'AS Saint-Etienne, les choses devraient tourner en notre faveur. Je crois quand même parfois que je vais pas dire que le corps arbitral va nous faire monter. Hein. C'est pas du tout ce que je dis. Mais parfois, quand tu es un grand club, dans ces moments-là, ça peut quand même, je sais pas, ça peut jouer, ça Oui, peut, mais ça peut peser dans la balance. ça, c'est une théorie que j'ai déjà entendue pas mal de fois, mais qui fonctionne avec des clubs comme Liverpool, comme le Real Madrid. Tu penses que Saint-Etienne, au niveau de la Ligue 2, a la même À influence? l'échelle, à l'échelle de la Ligue 2, non, mais en tout cas, moi, c'est pas le même avis que je défends quand je parle de Liverpool, quand je parle des grands d'Europe Hmm. vis-à-vis de la Coupe d'Europe. Là, c'est plus que voilà, il y a une forme d'aura. Et ça dépend sur qui tu tombes. Mais si par exemple tu devais tomber en barrage contre Ajaccio, Guingamp ou Laval, bah oui, je pense que être à la Saint-Etienne, ça te fait pas gagner le match. C'est un petit truc en plus. Voilà. Ouais, Après, ça dépendra aussi beaucoup du profil de l'équipe de Ligue 1 que tu auras en face, mais ça, c'est encore autre chose. c'est sûr. Ouais. Un petit. Parce que moi, j'ai pas du tout envie, de jouer Metz, par exemple. Ouais, Metz qui est habitué à, à faire l'ascenseur. à jouer, à se casser le cul, à tout donner pour le maintien. Voilà. Dans les équipes de Ligue 1, je préférerais amplement, par exemple, que ce soit Toulouse, par exemple. Hmm. Je vois moins cette identité
combative, d'être capable de jouer le maintien à tout crin, quoi. Après, c'est du foot fiction ce qu'on est en train de faire, Bien sûr. mais moi, un barrage si par bonheur on arrive jusqu'à la finale du barrage, en Ligue 1, je vois pas trop qui on peut sortir, hein. C'est vraiment pas un cadeau, hein, ces playoffs. En plus, faut passer si on est 4 ou 5, il faut jouer le troisième. Enfin, c'est un enfer. J'ai C'est un presque enfer. envie Oui, il y a la fatigue, ouais. J'ai Il y a la presque envie de te fatigue des barrages. citer Lyon en mode bah, vu que c'est un derby, c'est forcément irrationnel, donc on va mettre tous les arguments Non. de côté et ça peut tourner d'un côté comme C'est de un l'autre. cauchemar. C'est un cauchemar. Mais pour ce serait Lyon, horrible. À titre personnel, je détesterais ça. Ouais, je pense qu'on est finalement pas si nombreux à vouloir de ce barrage-là. Pierre, En je vais fait, rester. Ouais, on en veut tous si ça tourne dans notre, si on nous promet c'est qu'à la ça. fin ça tourne dans notre sens. Ah Voilà. bah Ouais. Sauf là que on signe. Hein. l'incertitude, à 50-50, je signe pas, tu vois. Ouais. Non, moi non plus. Bah oui, parce que là on est la risée du foot français pour les 100 prochaines années si on perd le barrage. Ouais. Pierre, je vais rester avec toi. Donc, ça fait 2 ans qu'on est beaucoup plus attentif à la Ligue 2 qu'on ne l'était les années précédentes. J'ai vu plusieurs personnes dans le chat dire que la Ligue 2 de cette année a semblé plus faible que celle de l'an passé. Tu es d'accord avec cette idée ? Alors, j'ai du mal à me faire une opinion sur ce sujet. C'est sûr qu'en début de saison, quand on a vu qu'il y avait 4 descentes, plus les clubs historiques, Bordeaux, Saint-Étienne, on s'est dit que ça serait la Ligue 2 la plus relevée. Enfin, on a entendu ça un peu partout, que ça serait la Ligue 2 la plus relevée depuis X années. Mais moi, je trouve que le niveau. Je vais prendre l'exemple de Saint-Étienne, justement. On est sixième. Il y a encore 3 journées, on était deuxième. Et vu le niveau qu'on propose, je trouve pas que le niveau soit hyper élevé. Vraiment pas. Et je change un peu de sujet, du coup. Je sais plus, j'ai lu hier, je crois, il y avait un entraîneur qui disait que le Saint-Étienne de cette année, pour lui, était plus faible que celui de l'an dernier. Et sur la deuxième partie de saison, je trouve on était plus fort l'an dernier. Donc je le rejoins un petit peu. Ok. Eh bien, on va parler de la suite, de ce qui va arriver. Donc, la semaine prochaine, enfin ce samedi, on va jouer contre Amiens. Comment faire pour redémarrer ? Comment faire pour reprendre le chemin de la victoire ? Déjà, peut-être en jouant à l'extérieur, vu que ça nous réussit plus que à domicile cette saison. Qu'est-ce qu'il faut changer, selon toi, Timothée, pour que ça se passe mieux, tout simplement ? J'imagine que tu vas me dire beaucoup de choses. Ouais. Enfin, au regard du match de Pau, beaucoup de choses. C'est étonnant, effectivement, de voir cette équipe de Saint-Étienne qui a pris 13 points, je crois, à l'extérieur et 11 à domicile. Ce qu'il faut changer, bonne question. Alors, peut-être que la question est... Elle est trop ouverte, mais si je devais me lancer sur un sujet, je choisirais la complémentarité des profils. Ok. Voilà, c'est-à-dire que si tu dois rester dans ce système ou dans un autre système, il faut des profils qui soient plus différents pour offrir des options plus différentes et pour que les quelques mecs capables de créer un peu de jeu, comme Bouchoirie, Tardieu, aient des options diverses et pas des options qui soient systématiquement les mêmes et complètement téléphonées. Ok. Pierre, au niveau de la composition, tu disais que tu avais envie qu'on revoie ce système de départ en 4-4-2 Ouais. losange. Je t'affiche la compo à l'écran. Tu repasserais dans un 3-5-2 comme la saison dernière ? Est-ce que tu repartirais dans un 4-3-3 ? Qu'est-ce que tu ferais ? Je vais te dire ce que je vais faire. Merci. Pour moi, déjà, à la base, il faut retrouver la stabilité défensive. Et mon grand espoir sur ce match, c'est que, a priori, je dis bien a priori, Batubinsika, il revient. Donc ça, c'est enfin, on a fait plusieurs clean sheets avec lui. Donc il n'y a pas de raison que, voilà, avec son retour, que la défense, je pense qu'on sera très costaud, comme on a pu l'être à Laval, par exemple. Et donc voilà, si on est aussi costaud que ça passera. Donc en ce qui concerne ma composition, donc je te sors les 11 là. Ouais, vas-y, je t'écoute. Donc Green au cage, on change rien. Apia à droite, Batubinsika, Briançon dans l'axe, Petro à gauche. Ouais.
Au milieu de terrain, je mettrais Tardieu, forcément. Ensuite, je mettrais Bouchouari et Fomba. On Alors, rappelle, on rappelle que Bouchoirie sera suspendu face à Ouais. Guingamp, mais pas face à Amiens. Et c'est pour ça que je mets pas Mouefek, qui effectivement a été très bon le dernier match, mais après Amiens, on joue Guingamp 3 jours après. Hmm. Donc, vu que Bouchouari sera suspendu contre Guingamp, voilà, il vaut mieux préserver Mouefek et faire jouer un match Mouefek et l'autre match Bouchouari. Je sais pas si tu m'as suivi. Ouais. Et devant, donc je jouerai en 4-3-3 avec deux ailiers. Donc je mettrai Cafaro, qui je pense sera remis de sa gastro. Un petit peu par défaut, de l'autre côté, je mettrai Rivera qui, qui lui se bat, même si c'est pas Messi hein, forcément, mais il se plie à la tâche, Rivera, et ça peut passer. Et en neuf, je mettrai Sissoko. Ok. Tu maintiendrais pas Charbonnier avec sa bonne série de Non, réussite. non, non, Ok. non, 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 je préfère laisser Sissoko. Sur cette composition de départ, Timothée, en termes Ouais, d'individualité? j'aime bien. Je mettrais juste Mouefek à la place de Fomba. Ouais. Encore une fois, je pense que les joueurs sont censés être des joueurs aptes à enchaîner les matchs. Alors oui, après qu'il y ait une gestion du temps de jeu, faire 2 fois 60 plutôt que 2 fois 90, d'accord. Mais quand on a un joueur qui semble monter en puissance enfin, parce que personnellement, ça fait quand même un moment que c'est tellement longtemps que je l'attendais plus. Moi, voir Mouefek faire ce match-là, mais j'ai envie de, tu vois, si je suis coach, je lui dis, écoute, putain, bravo, c'est top, on remet ça, on veut voir la même intensité, on veut voir la même volonté, on veut voir la même implication défensive, offensive. Donc, ouais, vas-y, mon grand, rejoue. À force de penser gestion, gestion de groupe et tout ça, on en a oublié que titulariser un mec, c'était le féliciter. Ouais. Et d'autant plus quand c'est un jeune joueur. Donc, moi, je mettrais Tu m'as Mouefek. Ouais. convaincu. Tu m'as convaincu. Voilà. C'est vrai qu'il mérite de. Vu le match qu'il fait, c'est vrai ça serait injuste qu'il se retrouve sur le banc. Je Et suis tu d'accord. vois, le côté il mérite, en fait, je comprends ton idée de gestion humaine. Moi, je me souviens, enfin, j'ai 40 ans, je veux pas jouer les vieux cons, mais quand j'étais gamin, quand un jeune joueur était bon, sa récompense ultime, c'était de rejouer, de ravoir du temps de jeu, d'avoir la confiance de l'entraîneur. Aujourd'hui, ça a un petit peu changé. Parfois, on a l'impression, bah, t'as été bon, du coup, on va te préserver, on va pas te brûler, non, joue, t'es jeune, joue, t'as du jus normalement, donc voilà. Ça veut pas Bah, dire que tu es immunisé contre les blessures, hein, mais voilà. je crois que c'est aussi pas mal lié au fait que maintenant il y ait 5 changements par match et qu'on joue avec une équipe de foot et demi et plus avec une équipe. Et du coup, c'est vrai que j'ai la Ça joue même aussi. sensation qu'on perd ce côté équipe type, équipe de titulaires. Mm, Ça se perd de plus en plus. Il y a beaucoup plus de rotation maintenant dans les effectifs. c'est vrai. Karl, sur les changements dans la composition en termes individuels, déjà, est-ce que le chat repart sur un 4-3-3? Après, je leur ai pas posé la question, donc peut-être qu'ils y ont pas répondu. Et surtout, est-ce qu'ils font des changements d'individualité? Alors sur le système, il n'y a pas forcément de remarques, quoique il y a El Cato qui demande d'avoir Bouchouari au-dessus de Tardieu. Pour Cantino Rouge, ça serait sympa de voir Nokoué à la place d'Apia. Nokoué qui avait fait un excellent match en Coupe de France avec 2 passes décisives d'ailleurs. Bouchouari fait trop d'efforts pour remonter le ballon. Est-ce que de toute façon on a une autre option de composition En défense, c'est déjà mieux, cette défense-là, avec Batoubin Sika. Et sinon, il y a Lolo qui nous dit, moi, je referais rentrer Sissoko en fin de match et je mettrais Rivera titulaire. Voilà. Lolo, tu dis qui nous dit ça? Oui. Eh ben, si ça se trouve, c'est le pseudo de notre coach. Hein. On sait pas. Hein. Peut-être qu'il vient nous donner quelques petites infos. Messieurs, juste avant qu'on passe un petit peu à la fin de l'émission et à jouer ensemble,
On a vu cette semaine dans l'actualité de l'AS Saint-Étienne reparler encore une fois de la vente. Est-ce que c'est quelque chose que vous espérez encore? Est-ce que c'est quelque chose auquel vous croyez? Je ne sais pas si vous avez pu lire un petit peu les différents articles qui parlaient de la reprise qui sont sortis cette semaine. Ou est-ce que vous pensez que c'est comme le dit Patrick Guillou dans sa chronique de la semaine, juste un contre-feu pour pallier au manque de résultats sportifs? Moi, j'ai lu évidemment ce qui se disait sur cette possible vente. Je me suis aperçu en lisant tout ça que je crois que je me suis usé sur ce sujet, notamment dans mes années à RMC où évidemment j'avais une grosse pression là-dessus. Et je me suis usé au point que je me suis dit, putain, aujourd'hui, personne me demande de compte. Je suis en freelance, donc personne me demande de sortir une info. Et il y a eu un moment où je me suis dit, est-ce que j'ai vraiment envie de bosser dessus? Bon, après, tu passes quand même quelques coups de fil parce que le naturel revient au galop. Mais quelque part, je pense que c'est ma sensation à moi en tant que journaliste, elle est probablement celle du grand public de se dire, en fait, bah, c'est presque... Enfin, évidemment que c'est souhaitable, évidemment qu'on a tous conscience que ce sera nécessaire à un moment ou à un autre. Est-ce qu'on a encore aujourd'hui envie de se hyper sur un sujet comme ça? Bah, de moins en moins, quoi. On se dit, enfin, on a la sensation que de toute façon, on va pas y arriver. Mais bon, il y a un jour, on y arrivera. Mais en attendant, on n'a pas envie d'y croire et de mettre de l'émotion de là-dedans pour qu'elle soit encore déçue, quoi. Ouais. Pierre, j'ai l'impression que c'est le sentiment un petit peu global dans les supporters stéphanois. Tu fais partie des rangs, Pierre? Bah, j'aimerais dire déjà que l'article de Bernard Lyons, là, qui est sorti dans l'équipe, on l'a lu 10 fois cet article. On l'a lu 10 fois, enfin, quasiment des copier-coller. Donc, comment croire, surtout une veille de passage devant la DNCG, le timing peut interroger. Donc, moi, j'ai juste envie de dire que cette vente, j'y croirai quand ça sera officiel et que ce sera acté. Mais comment y croire on nous ment depuis des années sur le sujet. Donc voilà, j'attends de voir et j'ai pas plus d'opinion sur la question. Eh ben ouais, on va attendre de voir parce que y a pas grand chose à se mettre sous la dent non plus. Messieurs, je vous propose qu'on joue un petit peu histoire de se changer les idées et qu'on parle peut-être des heures de gloire de notre club. Le SNC Challenge, je vous rappelle le principe si vous regardez l'émission pour la première fois. À chaque fin d'émission, on se fait un petit quiz entre nous et à la fin, le chroniqueur qui aura marqué le plus de points par émission offrira un chèque à l'association de son choix. Et ce chèque, c'est les revenus du Saint-Étienne Club tout au long de cette saison. Pierre, tu joues pour quelle association? Alors moi, je joue pour la Ligue contre le cancer. Et pour l'instant, tu es 4e du classement. Et toi, Timothée? Moi, je joue vu qu'une actualité en chasse une autre, rappeler que la Libye et le Maroc ont connu des tremblements de terre terribles. Et je joue pour une association d'aide et de soutien à la reconstruction de ces familles qui ont perdu énormément. Ok. Mouefek qui a d'ailleurs une asso qui avait aidé, je crois, pendant ces événements-là aussi. Ben, je ne donnerai pas mon argent à Ahmed Mouefek, mais je le donnerai à une association. Alors, première question, messieurs, ça va être une question au plus proche. Ça va être tout simple, la question. Lors de la finale de la Coupe d'Europe des clubs champions en 1976, qu'on connaît si bien à Saint-Étienne, combien de personnes il y avait dans le stade? Le plus proche de vous deux repartira avec le point. Pierre, je t'écoute. Fais-moi ton premier guess. Sans grande conviction, 52 500. 52 500, ok, c'est noté. Timothée, combien tu dirais? 60 000. 60 000? Ouais. Eh bien, du coup, c'est Pierre qui est le plus proche, puisque c'était 54 864. Aïe, aïe, aïe. Donc, t'étais vraiment pas loin. Initialement, j'aurais dit 55 000. Et vu qu'il a dit 52, je me suis dit, je vais prendre un peu d'écart, je vais prendre un peu de marge. Ah putain, à 55 000, t'aurais été à 136 personnes près. Ok, deuxième question. Un point pour l'instant pour Pierre. Deuxième question.
Pendant l'histoire de l'AS Saint-Etienne, il y a eu 20 présidences différentes. Pas forcément 20 présidents différents, mais 20 présidences différentes. Est-ce que vous pouvez Combien de présidents de l'ASSE est-ce que vous pouvez me citer? Donc c'est une enchère, vous surenchérissez sur le nombre que vous pensez pouvoir donner. Timothée, combien tu penses pouvoir donner de présidents de l'AS Saint-Etienne? Je vais commencer avec 12. 12, oh. Sachant qu'il y a, spoiler bien sûr, que des hommes. Pierre, combien tu dis? 13. 13, ok. 14. 14. Je n'irai pas plus haut. Non, moi, je te laisse. Ok, 14. Allez, c'est parti. Bon, Pierre Guichard, C'est validé. Pierre Foran, Pierre Foran, c'est validé. Roger Rocher, C'est validé. André Laurent, Michel Vernassa, C'est validé. C'est validé. Bompard, Oui, c'est validé. Grange, Ouais. Cayazo et Romeyer, du coup, c'est bon? Pour l'instant, j'en ai 9. Attends. Oui, mais je peux dire Cayazo et Romeyer. Oui, Cayazo et Romeyer, même- c'est deux c'est la- coprésidents, donc ça passe. Ok. Donc là, il m'en manque combien? Il t'en- manque 5. Il t'en manque 5. Entre Henri Grange et Cayazo, t'as dit quelqu'un? Non, je crois pas. Ok. Mais il y a eu, il y a eu Schmieder à ce moment-là. Ok, 10. Euh, Je pense que à un moment, André Buffard a dû être président. Tout à fait. Ouais. Juste après Roger Rocher, 11. Just dans le chat qui dit Mitterrand, ça ne compte pas. Alors là, j'étais un petit peu présomptueux. Et ben du coup, ça va revenir à Pierre le point. Je vous cite ceux que vous n'avez pas cités. Et- Donc, Vas-y, Pierre, juste, moi, je me suis arrêté à combien? 10 là, du coup? 9, 10? 11. 11. Et t'avais dit Pour combien? être honnête, pour être honnête, Timothée, j'en avais pas du tout 13. Moi, j'en aurais eu 5 ou 6, les présidents. J'allais te demander pour voir si, au moins, juste comme ça, Non. pour se pense, si tu les Non, avais. moi, il y en a même que t'as cité là au début, je les connaissais pas. Donc, non, moi, je serais même pas arrivé à. T'es à 11, là, je serais arrivé à 6 ou 7, moi. 7, Alors, 8, peut-être. il nous reste Paul Laval, il nous reste Gabriel Péroudon, il nous reste donc Pierre Guichard qui a fait 3 mandats, mais bon, on pouvait le citer qu'une fois. Henri Fielou, Paul Bressy, Yves Guichard, Philippe Coll, Jean-Marie Caillat. Coel, oui, effectivement. Coel. Coel, j'aurais pu l'avoir. Bah tu vois, Coel, je savais même pas comment on le prononçait, donc c'est terrible. Et Jean-Marie Caillat, il était président. Et ouais, Ok. et il a été président, Jean-Marie Caillat, pendant une durée de 29 jours, mais il a été président. Ok. Voilà. Deuxième question sur le même principe des enchères. Il y a un certain nombre de joueurs argentins qui sont passés par l'AS Saint-Etienne. Est-ce que vous pouvez me faire une enchère sur les joueurs argentins passés par la SSE? Et ce coup-ci, je commence avec toi, Pierre. Là, je vais être sérieux. Je vais dire 8. Ok. Timothée? Je laisse. Eh bien, c'est parti, Pierre, pour 8 joueurs. Alors, Augusto Fernandez, Tout à fait. Bergesio, Gonzalo Bergesio. Bilos, Daniel Bilos, joueur que j'ai adoré alors qu'il était pas si bon. Piazza. Osvaldo. Il y en a un, il s'appelait Piatti, je crois, ou Tout à fait. Ignacio Piatti. Ouais. Ignacio Piatti. Putain, j'en ai combien là? Là, t'en as 5. Ça va être compliqué. Attends. Moi, j'ai 2 binationaux là à proposer en plus, mais je sais pas si. Ça compte les binationaux. Ouais. Bah, non, je vais attendre de savoir s'il y arrive. Petit indice. Attends, je cherche. Il va me falloir une réponse.
Non, bah 3, j'y arriverai pas. Non. Ok, et ben le point va à Timothée. Timothée, est-ce que tu peux me citer tes deux binationaux? Alors, il y a Nestor Soubia, Ah ouais. Ah oui, tout à fait. C'était pas à lui que je C'est pensais, argentin, c'est effectivement. ça? Suisse et argentin, je crois. Ouais. Et je crois, pas dire de bêtises en disant que Gigliotti Tout à fait. Il était français, avait Gigliotti, français était argentin. franco-argentin. Ouais, voilà. Ok. David Gigliotti, il me restait Neil Maupay aussi en Oh. binational. Ah, Il restait Raoul Nogues, je connais Alonso, pas. Valentin Vada, l'avant-dernier Ah ouais. à être passé. Et Bien enfin, dernière question, je vais vous parler d'un joueur, je vais vous donner sa biographie et il va falloir deviner. Donc dès que vous pensez avoir le nom du joueur, eh bien vous dites votre prénom et je vous donne la main. Nous cherchons donc un joueur passé par la Saint-Étienne qui est né en 1952. Il passe presque toute sa carrière de joueur sous la tunique verte qu'il portera entre 1969 et 1981. Il termine sa carrière au Montpellier-La Paillade, puis au CA Lisieux en 3e division, où il deviendra entraîneur-joueur. Une fois ses premières armes d'entraîneur acquises avec Lisieux, il entraînera le TFC, le LOSC, la SSE ou encore le FC Sochaux. Il rejoindra également les Banlieusards de Lyon en 1997, avec qui il gagnera une Coupe de la Ligue et le titre de champion de France en 2002. Après l'échec des Bleus en 2002, il reprend les rênes de la sélection nationale et je vais Pierre. Oui, Santini? Santini, bravo Pierre. Bravo. C'est Jacques Santini et la fin de la biographie, c'était après l'échec des Bleus en 2002. Il reprend les rênes de la sélection nationale et je vais m'arrêter là sur sa biographie, car si vous n'avez toujours pas compris qu'il s'agissait de Jacques Santini, alors je crois que je ne peux plus rien pour vous. Je pensais pas que ce serait si dur, tu vois. Ce qui me fait trouver, c'est le entraîneur, le champion OL en 2002. Ouais, Mais sinon, ouais. je l'avais pas. Oui, parce que c'est vrai qu'avec juste la carrière à la SSE, bon, même s'il faisait partie des grandes années, Ah, en soi, il a moi, fait qu'un club, donc on n'a pas beaucoup d'indices, quoi. Ce qui me bloquait, c'était Toulouse, en fait, parce que je crois que je savais pas qu'il était passé à Toulouse, tout Bah, simplement. Apparemment, ouais, c'est son premier club professionnel qu'il a entraîné, le TFC. Et bien Ok. sur ce, messieurs, Je m'incline. merci Bravo, d'avoir... bravo Pierre. De quoi? Bah, merci. Et bravo à toi aussi. Hein. Merci d'avoir suivi cette émission, merci de l'avoir écouté en replay si vous l'avez écouté en replay, merci Karl d'avoir été présent avec nous ce soir, et puis on vous dit à la semaine prochaine pour débriefer, on l'espère, une victoire à l'extérieur contre Amiens. Bonne soirée tout le monde, salut! Salut. Ciao.